Vendredi 4 juillet, 10 heures du matin. J'ai l'impression que ça va cogner aujourd'hui, qu'on risque d'avoir peut-être des orages encore ce soir. Cette petite vidéo ici, un peu à contre-jour, donc c'est pas très favorable, mais c'est pour vous situer l'endroit. Nous sommes là dans le début du pré-verger qui suit le potager du paresseux. C'est juste à gauche là de la caméra, enfin à droite pour vous, que j'avais filmé une vidéo dans le Transat là sur un peu la philosophie du potager du paresseux. Donc prairie non encore fauchée, actuellement avec un peu de retard d'ailleurs, c'est la grande période des foins chez nous sur prairie naturelle. Graminées ont formé leurs tiges, ont fait donc des fibres et ce serait le moment, si la météo le permet, de faire du foin. Si je me suis arrêté ici, c'est parce que on va pouvoir répondre à une question qu'on me pose souvent, comment est-ce que et jusqu'à quand est-ce qu'on peut mettre en place un potager du paresseux. Je vais retourner la caméra pour que l'éclairage soit meilleur et on va aborder cette question. Alors voilà donc cette petite scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose très très simple, c'est qu'une fois que j'avais implanté la plupart des plants que j'avais produits dans les châssis, et notamment les plants de cucurbitacées, il en restait un, en tout cas un potiron, ou potimarron, je ne sais plus ce que c'est, il faut que je regarde dans le cahier. Et donc, avec mon épouse, on trouvait dommage de le foutre en l'air. Et question, où est-ce qu'on va le mettre? Sachant que ces machins-là deviennent très vite envahissants, c'est-à-dire qu'ils bouffent la place de 6 ou 8 rangées de carottes, de choux, de laitues ou de choses comme ça. Puis donc, ni une ni deux a germé l'idée de planter ça directement dans la prairie, dans cet espace, pas trop près des arbres pour qu'il y ait quand même assez de lumière. On est un peu dans un puits de lumière ici entre le renne Claudier, ce sapin de Noël quand les enfants étaient petits. Ben, lui, comme mes enfants, il est devenu grand. Ce frêne qui est là naturellement, qui est limitrophe, donc il n'est pas chez moi, je ne l'étais pas pour faire du BRF. Voilà, donc ici, cette zone nous convenait. Donc, à la bêche, un trou dans un sol de prairie, tel qu'est un sol de prairie, c'est-à-dire dur, il faut monter un peu sur la bêche. On a fait le trou, on a planté ce petit plant qui, à cette époque-là, avait 3 feuilles, quoi. Et puis donc, théoriquement, je devais passer le rotophile autour. Et puis, parallèlement, à ce moment-là, on devait ranger les vitres du châssis. Et par conséquent, idée, pourquoi ne pas poser ces vitres ici? Et comme ça, l'herbe en dessous va tout simplement cramer parce que ces vitres vont accumuler la chaleur. Et donc, l'herbe va être grillée, ce qui permettra au potimarron de se développer. Et puis voilà. Donc, je vais appeler ça très pompeusement parce que quand on a un truc qui est à la con, il suffit de donner un nom brillant et ah ouais, ouais, ouais. Donc, on va appeler ça le défanage thermique passif. Thermique, vous l'avez compris, chaleur. Défanage, je fane ou j'enlève l'herbe autour de ce pied. Et passif parce qu'on ne fait rien, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de pompe à chaleur, il n'y a rien.
Voilà. Alors, ça me permet de répondre à une question qu'on me pose souvent. Beaucoup de gens qui survolent mes vidéos ou survolent mes livres, ou on peut le dire autrement, mes livres sont peut-être un peu compliqués et difficiles à comprendre des fois, m'envoient des mails catastrophés au mois de juin, au mois de mai. Ah ben j'ai vu votre vidéo ou j'ai lu votre livre, etc. Je commencerai l'année prochaine. Non, vous pouvez. Donc ça date de début juin, en tout cas après les fameuses gelées du 12 mai. Donc on est quelque part entre mi et fin mai quand on a implanté ce pied-là, je le répète, sans rien faire, un trou à la bêche, mis le pied dedans, mis ses vitres autour. À la place de ces vitres, j'aurais très bien pu, avant de faire mon trou, j'aurais très bien pu, mais à ce moment-là, je ne serais pas vraiment paresseux, quoi. Je ne serais pas tout à fait digne du titre autoproclamé de roi de la paresse, ce qui n'est pas vrai, parce que je travaille quand même un tout petit peu. Mais donc, j'aurais très bien pu, avant de planter, passer un coup de rotofil, ici, et puis mettre un coup de bêche, planter mon potimarron et dérouler une épaisse couche de foin qui aurait fait le même effet que ces vitres. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que je n'avais plus de foin. Voilà. Et donc, pour vous dire que quand vous plantez des plants qui sont quand même assez vigoureux, regardez celui-là où il en est aujourd'hui, donc 4 juillet, voilà, et il a des branches qui partent là-bas, là-bas, là-bas. Donc là, je vais enlever les vitres. Pourquoi je vais enlever les vitres? Ben, tout simplement parce que ces cadres en bois, là, voilà, à l'humidité comme ça, risquent de pourrir. Et donc, je n'ai pas envie que ça pourrisse puisque j'en aurai besoin l'année prochaine. Et vu que l'herbe maintenant est matée et que le pied est en train de se développer, ne vous inquiétez pas, hein, il s'en fiche complètement, il va continuer là dans l'herbe. Je serai juste emmerdé, je ne pourrai pas couper l'herbe pour faire du foin. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées, un, que quand on plante, pas la peine de se prendre le chou. Deux, qu'il y a parfois des solutions très simples auxquelles on ne pense pas, mais que donc la paresse, c'est quelque chose qui fatigue la tête, quoi. Il faut tout le temps réfléchir ou avoir une idée. Et puis après, surtout, ce qu'il faut, c'est oser. Hein, ça, ce que j'appelle les beaux-pères. C'est rigolo, hein, parce que j'ai beaucoup de mails. Ce n'est pas seulement une légende. Hein. J'ai beaucoup de mails de gens qui sont convaincus et qui sont en compétition avec leur beau-père, ou leur beau-père a dit, ou le beau-père les a dissuadés, enfin, etc. Le beau-père joue un grand rôle hein, dans le jardinage. C'est pour ça que je les égratigne un peu, surtout quand ils dissuadent leur gendre de faire des choses intelligentes. Ce qui veut dire qu'ils signent leur propre connerie, mais ça, bon. Renaud a fait une très belle chanson, ce n'était pas le beau-père, mais c'était le beauf, mais c'est un peu pareil. Voilà. Donc, ici, c'est terminé pour moi, jusqu'à la récolte. Enfin, je vais donc ranger ces vitrages et observer au passage que ce pied est très, je ne secoue pas trop parce que je ne veux pas le casser, mais très vert sombre, ce qui indique que du fait de la chaleur, la minéralisation de la matière organique qui se trouvait dans le sol se passe très bien. Hein, donc ce pied ne souffre en rien d'un manque d'azote et ne nécessite aucunement une quelconque fertilisation. La fertilité est dans la prairie, même si c'est une prairie pauvre. Hein, les analyses, les échantillons ont été pris ici. Je vous mettrai quelques données, quelques chiffres. C'est un sol pauvre à très pauvre, à l'exception du potassium. Donc il est riche en potassium, naturellement sans doute, et pour le reste,
grande pauvreté. L'analyse de sol et le laboratoire qui m'a fait l'analyse de sol recommande évidemment une fertilisation, machin truc, etc. Vous voyez qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Allez, je vous laisse, je vais ranger ça. Et si ça peut vous inspirer, si ça peut vous libérer pour faire quelques essais au mois de mai, au mois de juin, même maintenant encore, hein, vous avez une prairie, vous tombez sur cette vidéo, vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, prenez un coup de rotofil, faites un trou, si vous trouvez encore des plants de courgettes, on est maintenant dans les limites, mais par exemple avec des choux, choux de Bruxelles, choux cales ou des choses comme ça, qui eux ne sont pas sensibles au froid à l'automne, vous y allez et vous serez peut-être, avec un peu de chance, aussi surpris que je ne le suis avec ce pied de potiron, de potimarron, je ne sais toujours pas ce que c'est. Allez, ciao. Dimanche, donc le lendemain, au même endroit, je vais essayer de terminer cette vidéo. J'ai la très mauvaise habitude de filmer une action avec une idée en tête et puis évidemment j'aimerais filmer la fin, donc l'achèvement de l'action que je fais rarement le jour même et par conséquent j'ai bien une douzaine de vidéos commencées et jamais finies. Donc sur cette histoire-là de ce pied de potiron, potimarron, je ne sais toujours pas ce que c'est parce qu'on ne l'a pas étiqueté celui-là. Hein, souvenez-vous donc, hein, c'était la prairie telle qu'elle était, un trou fait à la bêche ici pour l'implanter très exactement. Où est-ce qu'est ancré le pied? Voilà autre chose. Ah ben si, oui, il commence ici. Il commence ici. Et planté dans la prairie, j'ai brûlé entre guillemets le foin donc, ou l'herbe, ce qui a donné sur place une production de foin, bien sûr, très insuffisante pour contrôler les adventices. Et j'ai donc continué à tondre hier avec la tondeuse que j'avais enfin réparée. Et je me retrouve donc ici avec ce que vous appelleriez une tonde de gazon. Ce en quoi vous vous trompez. Quand je raisonne par rapport au système vivant que je nourris, ce qui est important, c'est la question de la composition de ce qui était en train de pousser. Et ici, hier, nous avions de l'herbe avec des épis, des tiges qu'on retrouve là-dedans en pagaille. Et bon, c'est trop loin, vous n'entendez pas le bruit à travers ce microphone, mais en bas, un agriculteur est en train de faire du foin. Donc, ce qui avait poussé là, dans cette prairie, sous ces arbres, était du foin sur pied, qu'un agriculteur fauche, fait sécher, roule ou met en botte, peu importe selon le matériel qu'il utilise. Aujourd'hui, un professionnel fait des rouleaux et on appelle ça du foin. Moi, parce que ici je suis enclavé, on ne peut plus rentrer avec un tracteur, je fais ça avec ma tondeuse qui me produit donc ce qui, dans l'aspect, est une tonde de gazon, mais ce qui, du point de vue de la composition biochimique, est tout simplement du foin qui n'a pas séché. Parce qu'évidemment, là, comme je l'ai mis en tas, ça n'a pas eu l'occasion de sécher, ça a séché uniquement sur 1 ou 2 cm sur l'extérieur. Et donc, avant que ça ne se mette à fermenter, hein, parce que là, au cœur où c'est humide, si je laisse encore, ça se mettrait assez rapidement à fermenter. Fermentation qui est tout simplement la traduction de l'intense activité biologique des bactéries
qui vont chauffer la matière, vu que l'extérieur va isoler le tas, et à l'intérieur, ça bosse, ça bosse, ça bosse, et du coup, la température monte, 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 et ça respire, ça bouffe la matière. C'est exactement ce qui se passe dans une salle de gym. Vous mettez 100 personnes dans une salle de gym bien isolée, et s'il n'y a pas de clim, vous verrez un peu comment la température monte, parce que les gens sont en train de dépenser les calories des repas qu'ils ont bouffés, et ils rejettent du gaz carbonique. C'est pour ça qu'il y a des ventilations puissantes dans une salle de gym. Donc c'est une salle de gym à bactéries, si je laisse faire. Donc je vais m'empresser de faire une couronne autour de ce pied, pas trop grand, mais pour empêcher donc que l'herbe ne retraverse et ombrage trop mon pied de courgette. Bien que là, il ait un peu de mal en plein cagnard avec ce vent. Ici, j'ai vu qu'il y a une jeune rose que je vais arracher parce que celle-là, je sais que avec son système racinaire, le foin ou cette tonte que je vais mettre ne bloquerait pas, hein. Ça traverserait tôt ou tard. Surtout, mon sol là est très très sec, hein, très très sec. Donc j'ai commencé là hier, je lui ai mis 2 arrosoirs d'eau et donc je vais surtout pailler pour éviter que cette eau ne s'évapore trop et pour garder l'eau que j'apporte dans le sol. Donc je vais faire ça très simplement. Vous voyez que ces gros trucs, on peut facilement les déplacer sans les casser. Et voilà, il suffit d'étaler un peu. Couche pas trop épaisse, comme ça, ça va sécher. Et comme ça, ça ne va pas fermenter comme ça se ferait si je laisse en tas. Donc ces tontes de gazon, c'est ni plus ni moins que du foin. Plier encore ça, voilà. Donc je mets une quantité telle que, grosso modo, sans chipoter, ça fera une vingtaine de centimètres. Et donc, avec l'espoir qu'il pleuve un petit coup là-dessus, parce que s'il pleut un petit coup là-dessus, ça va se décomposer très très vite. Ce matériau, puisqu'il a été broyé par la tondeuse, et en se décomposant, donc il va se minéraliser, c'est-à-dire se transformer en éléments minéraux. Et les éléments minéraux, c'est ni plus ni moins que ce que les jardiniers apportent traditionnellement sous forme d'engrais. Quelle est la différence entre ce foin et un engrais que j'apporte? Là, il y en a une qui est positive, c'est que ce foin apporte tout, absolument tout, ce dont une plante a besoin. Ça, c'est le point positif. Même si vous achetez un engrais complet, à l'exception bien sûr des engrais organiques, qui eux seront comme le foin. Donc vous achetez un engrais complet, en général, c'est essentiellement de l'azote, du phosphore et du potassium. Puis du fer, du magnésium, du manganèse, du bore, du sélénium, de tous ces éléments dits oligo-éléments dont une plante a besoin, et d'autres, hein, j'en ai oublié, le calcium, le soufre, etc. Et bien, dans votre engrais
il n'y en a en général pas. Dans mon foin, vu que c'est une plante entière, en général, tous ces éléments y sont à des quantités plus ou moins variables. L'inconvénient, il est évident quand vous appelez un engrais, notamment des engrais minéraux, qu'ils soient naturels ou chimiques. Je parle là d'engrais minéraux qui sont des sels. Cela va se dissoudre immédiatement et donc être disponible dans les heures qui suivent l'apport. Là, il faudra bien quelques semaines avant que bactéries et champignons n'aient décomposé cette matière, une petite partie de cette matière, pour le mettre à disposition de ce pied de potiron, de potimarron. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quasiment fini. Non, je perds mon micro. Clip qui s'est arraché. Je retrouve le petit support, sinon je vais être mal. Bon, je chercherai hors caméra. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De temps en temps, quand je passe par là, je vais conduire cette pousse pour la faire tourner en rond sur cet emplacement. Et tout devrait bien se passer. Voilà. Donc avec ça, peut-être que ça répondra à la question de certains qui, en juin ou en mai, m'écrivent des mails en me disant « Voilà, j'ai lu ta vidéo, ton livre, etc. Maintenant c'est trop tard. » Ou alors me posent la question « Est-ce qu'il est trop tard ?» etc. Il n'est jamais trop tard. Le tout, évidemment, c'est d'adapter le système. Allez, on va laisser pousser. Alors, ce qui pend au nez, vous le voyez par tous les taupinières que ma tondeuse a coupées, et j'en vois une qui est encore active là. Ce qui pend au nez à ce pauvre pied, c'est qu'un rat taupier affamé passe par là et trouve la racine principale de ce pied fort à son goût et me l'agnaque. Par rapport au rat taupier dont je parle souvent, je pense avoir compris, j'en suis pas certain, c'est une hypothèse que je vous raconte là, que le fait que je maintienne un couvert qui maintient le sol humide lui facilite beaucoup le travail de creuser les galeries, parce que j'ai réalisé qu'un sol sec, il est dur comme du béton, alors que là où le sol est humide, il est tendre. Donc je serais rat-au-pied, je me mets à sa place, je serais rat-au-pied sous terre, qu'est-ce que je ferais? Au lieu de creuser là comme un con, je viendrais là. Et fatalement, vu que je creuse et que j'ai faim, je sentirais cette racine de potiron, potimarron qui est quelque part par là, et je l'agnaquerais juste pour me nourrir. Il ne pense pas à m'énerver, il pense juste qu'il a faim et que c'est facile à creuser là. C'est malheureusement l'inconvénient de ces systèmes sous couverture du sol, où le sol reste plus humide, donc plus facile à creuser pour un rat-au-pied. N'oubliez jamais qu'un rat-au-pied n'a pas les pattes avant transformées en pelle comme la taupe qui creuse très facilement. Lui, il a ses petites pattes de rongeur et alors j'ai jamais été voir, mais j'ai vu des vidéos avec des spécialistes qui expliquent que le rat-au-pied, il creuse avec sa bouche. Donc c'est beaucoup plus pénible que de creuser comme le fait une taupe. Et par conséquent, je veux bien croire qu'en lui facilitant la tâche, je lui facilite, qu'en maintenant le sol humide, je lui facilite la tâche et qu'il en profite. Franchement, à sa place, je ne serais pas plus con, je sais exactement ce que je ferais, donc je ne peux pas lui en vouloir. Même s'il m'agace, si jamais il me niaque,
ce potillon, vous imaginez tout ce travail de fou. Enfin, à mon niveau, vous voyez, je suis en âge. À mon niveau, c'est un travail de fou. Hein. Allez, sur ces quelques réflexions, ciao, et puis j'espère retrouver mon clips pour fixer mon petit boîtier. Bon, allez, post vidéo, à mon habitude. Je vais donc profiter de ce signe manifeste d'activité, vu que là j'ai tondu hier soir, on voit la trace du pneu, et en dessous ça a poussé, donc quelque part par là, il y a un de ces fameux coyotes, voilà la galerie là, un de ces fameux coyotes en pleine activité, et par conséquent, je m'adonne à mon activité favorite, c'est-à-dire le piégeage, qui fait hurler les écolos purs et durs, mais les écolos purs et durs oublient une chose, c'est que dans la nature, il y a des équilibres. Donc moi, en tant qu'animal qui fait partie de cet écosystème, d'un côté, je fais quelque chose qui est beaucoup trop favorable au râteau-pied, je lui facilite le fait de creuser. Donc si je ne compense pas ça par une certaine prédation, eh ben, le système se déséquilibre et il y a trop de râteaux-pieds avec, alors ces arbres fruitiers là sont beaucoup trop grands pour être abîmés, n'empêche qu'ils se font bouffer. C'est pour ça qu'il y a plein de traces de taupinières ici, se font bouffer les racines extérieures par ces râteaux-pieds, notamment en hiver, et par conséquent, ils voient leur capacité d'explorer le sol significativement réduite. Quand vous avez des arbres qui ont 3, 4, 5 ans, ils peuvent être massivement niaqués par les râteaux-pieds au point qu'au printemps, vous ressortez un piquet tellement c'est taillé proprement. Et donc, contrairement à beaucoup de gens que cela répugne, je trouve tout à fait normal de rétablir un équilibre. Le râteau-pied n'est pas une espèce en voie de disparition, loin de là. Et même une espèce en voie de disparition a encore ses prédateurs. Demandez à une gazelle dans une savane africaine si elle a envie d'être croquée par un lion, elle n'a aucune envie d'être croquée par un lion, et notamment la petite dernière, ou celle qui est malade, ou le petit éléphanteau. À qui ils vont s'en prendre les lions, la meute de lions? Aux faibles, aux malades et aux petits. Donc si vous pensez que dans la nature, il y a de la morale, de la sensiblerie, moi j'en suis convaincu du contraire. Donc je piège sans aucun problème et vous pouvez hurler, ça ne changera strictement rien à mon attitude. J'arme, je l'ai quelquefois dit, toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre, parce que sinon le râteau-pied pousse de la terre devant lui et cela fait un faux déclenchement. Donc là, je fais un petit collier de ce foin frais et puis on va voir si j'ai de la chance. Le râteau-pied, il a tout à fait sa chance. Hein. Cette année, si malgré mes efforts, je passe régulièrement du temps à mettre des pièges, j'en ai chopé 4, 5 je crois. J'espère que ce sera le 6e ici, parce que par ailleurs, il me niaque mes framboisiers. J'ai vu une trace d'activité juste au coin, d'ailleurs on va y aller, parce que j'utilise depuis peu un nouveau système de pièges dont je voudrais vous parler. Alors voilà, donc au-dessus de moi, hein, le même Reine Claudier, le petit portail que vous aviez en fond d'image, hein, le piège il est à 3 mètres là-bas, et le potiron à 4 mètres ou 5 mètres par ici. Et là, j'ai vu aussi donc, de l'activité. J'ai un trou depuis bien longtemps, et puis plus rien ne bougeait. Et là, en passant, je viens de voir qu'il y a de la terre meuble pour boucher le trou que j'avais fait. Signe manifeste que je dérange ce râteau-pied qui n'aime pas avoir la lumière et qui l'a bouché. Et donc oui, je voulais vous parler
d'un nouveau type de piège que j'utilise avec un certain succès depuis quelques mois et je voulais vous en parler. C'est le piège Putange. C'est une simple pince, je vous expliquerai ça en gros plan, une simple pince et ce machin-là, vous le trouvez à des prix allant de 1 euro. Ceux-là, très exactement, je les ai achetés 1,70 €. Et à mon expérience, c'est pas simple à mettre en place, attention les doigts, etc. Mais enfin, 1,70 € contre le piège plastique que vous venez de voir, qui sont aux environs de 20 € les deux, la paire, donc environ 10 € pièce, et les pièges inox que j'ai qui sont à près de 40-50 €. Donc c'est même pas de la Rolls-Royce, hein, c'est du jet privé, on va dire, comparé à cette petite voiturette ici. Allez, je vais recentrer là-dessus pour vous expliquer comment l'armer sans se pincer les doigts, parce que c'est exactement ça le problème. Première fois, ça n'a pas loupé. J'ai failli m'éclater un doigt. Depuis, j'ai bien réfléchi et donc j'ai bien étudié le système. Je vais aller en chercher d'ailleurs avant de déplacer la caméra un deuxième parce que je ne sais pas, là il y a une galerie, un trou qui part par là, un trou qui part par là et je ne sais pas de quel côté ça bourrait, quoi. Donc est-ce que le coyote il est là-haut, est-ce que le coyote il est là en bas? Je serais tenté de dire en bas puisque là-bas j'ai vu ce truc là, mais bon, pour lui laisser le moins de chance possible, je vais mettre un piège dans chacune des directions. Je reviens tout de suite. Alors voilà donc le principe de ce piège, ici dans sa version armée. Donc là, il est prêt à bondir. C'est quoi? C'est une très forte pince, un ressort là, avec ces deux bras ici à la sortie simplement tordus. Et donc, vous placez ça en sortie de galerie et lorsque l'animal arrive, il bascule ces petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits blocages là, que vous mettez en équilibre là-dedans et il va se passer ce que vous allez voir. Bon, voilà, clac, il se fait pincer et croyez-moi, il ne se sauve plus. Alors, il y a différents modèles de clés pour écarter. En voilà un. Donc voilà. Alors comment armer ces pièges Putange? C'est là que je me suis fait avoir sans pépin. Donc vous avez votre piège, vous avez votre système, vous glissez ces pinces qui ont des petites échancrures là, donc vous les mettez juste à la bonne hauteur, vous basculez. Alors moi je ne les mets pas totalement droits parce que des fois on a du mal à les faire repartir et c'est là qu'on fait tomber le petit bloqueur là. Donc je mets comme ça. Attention, jamais de doigts dans cette zone-là. Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc je place ce petit truc. Quand la pince et le système est bien fait, ce n'est pas toujours le cas, vous arrivez au moment où ça bloque. Là, par exemple, ça coince. Donc vous vérifiez que c'est bien perpendiculaire parce que vous allez relâcher toute la force de la pince sur ce petit truc. On va l'appeler truc parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ce petit truc là va supporter la pression. Il est légèrement coincé pour l'instant et donc maintenant il faut relâcher avec la clé sans que ce petit truc ne saute. Alors si vous en achetez des neufs et que ça vous saute à la tronche 2-3 fois, ça m'est arrivé, c'est tout à fait normal. Quand ce métal-là est tout à fait lisse, quand tout est parfaitement non oxydé, ça c'est assez difficile à mettre en place. Et si vous avez le malheur d'avoir mis votre doigt comme ça là quelque part, je ne dis pas
que vous n'aurez pas un doigt qui est cassé. Sachez aussi que ces trucs-là s'achètent par 10 ou par 50. Donc de temps en temps, ça m'est arrivé qu'il gicle et que je ne l'ai jamais retrouvé. Bref, il faut que vous arriviez à le mettre dans cette position-là, bien perpendiculaire, parce que s'il est de travers, avec la pression, vous le comprenez bien, ça gicle. Pour ma part, je le laisse dépasser peu en bas pour une raison que vous allez voir à la mise en place. Je vais vous le mimer ici. Je vais le mettre mal à mon goût, enfin à mon avis. Donc je le mets en plein milieu. Alors pas de doigt là-dedans, parce que si ça zip, voilà. Donc là, vous pourriez penser que c'est comme ça qu'il faut le mettre en plein milieu, sauf que quand vous allez enfoncer ce truc dans la galerie, vous voyez, il va se coucher parce qu'il dépasse beaucoup trop vers le bas. Donc faites-le dépasser un minimum, comme ça vous pourrez glisser ce truc dans la galerie. Vous imaginez la galerie, ça dépasse très peu vers le bas, et ici en haut, bien sûr, vous avez la galerie. Et donc, il va arriver, il va traverser et il va basculer ce truc. Voilà pourquoi donc je le mets dans cette position, on va dire, le plus possible vers le haut. Donc voilà, là, je sens que ça pince un tout petit peu. Dès que ça pince un tout petit peu, vérifiez avant de relâcher que vous êtes bien perpendiculaire. Et maintenant, vous relâchez la pression. Et durant la mise en place, toujours par l'anneau. Donc je vais essayer de glisser dans la galerie. Alors, il arrive de temps en temps qu'on touche la terre et que le système saute. Là, mon trou n'est pas assez grand. Donc j'ai un peu de mal. Donc voilà. Voilà, il est en place. Je vais armer celui-là pour l'autre galerie, vu que je ne sais pas de quel côté il viendra. Même chose, donc bien perpendiculairement, jamais de doigt là-dedans, ne mettez pas de doigt là-dedans, dans la partie qui pince, vous relâchez doucement. Et je lui disais donc, quand c'est neuf, c'est extrêmement glissant, mais là, ceux-là, je les utilise, celui-là, c'en est un que je dois utiliser depuis un mois seulement, et vous voyez que déjà il est oxydé, il est déjà beaucoup moins glissant, ce qui n'empêche absolument pas d'être déclenché par un râteau-pied qui passe par là. Donc là, j'en ai mis un dans chacun des sens. Et bien évidemment, comme il n'aime pas la lumière, pour éviter qu'il pousse la terre devant lui, j'ai une vieille pile de tuiles là-bas. Et donc, je rebouche avec des tuiles pour pas qu'il y ait de lumière, pour ne pas l'inciter à me bourrer de la terre et à faire des faux déclenchements. Voilà. 1,70 € pièce. Donc, j'en ai une belle collection et je vais encore la compléter. Voilà pour ce post vidéo sur les râteaux-pieds qui reste mon occupation, une de mes occupations favorites.